Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Deux prospecteurs découvrent une mine d'or. Leur fortune est faite. Et lequel d'entre eux héritera du précieux métal? Un western classique. Mystère en prime. Savoir où se trouve un trésor et n'avoir qu'à creuser, c'est un scénario idéal dans un monde idéal. Pas exactement. Surtout si l'on ne sait pas en quoi consiste le trésor. En janvier 1953, un B-25 de l'armée canadienne survole les Rocheuses en direction de Sea Island. À son bord, une étrange cargaison marquée de l'aigle impérial nazi. Quel secret renferme ces caisses? Marcel Robillard a toujours rêvé de mer. Les naufrages hantent ses cauchemars. Une plongée au large de Terre-Neuve va changer sa vie. Ici Michel Dumont. Vous regardez Dossier Mystère. Depuis toujours, ce métal précieux a fasciné les hommes, des pharaons d'Égypte aux empereurs aztèques. Mais à la fin du 19e siècle, c'est la folie de la ruée vers l'or. Par milliers, des aventuriers vont partir aux quatre coins de la planète, des déserts de l'Afrique du Sud au sommet des Rocheuses canadiennes. Sur la base de simples rumeurs, des dizaines de prospecteurs vont errer dans les montagnes de Highwood, en Alberta, à la recherche de la mine perdue de Frank Lemon. Au sud-ouest de Calgary, baigné par les eaux de la Highwood River, se dresse la chaîne de montagnes des Highwood, premier contrefort des Rocheuses canadiennes. C'est un paysage grandiose qui attire les amoureux de la nature et les chasseurs de trésors. On raconte que c'est au cœur de la Highwood Mountain Range que se cacherait l'un des gisements aurifères les plus riches du Canada, la mine perdue de Frank Lemon. La mine de Frank Lemon est l'une des grandes histoires de trésors perdus de l'Alberta. L'histoire commence en 1870, lorsqu'un groupe de prospecteurs venus du Montana a entrepris d'explorer la région au nord de la rivière Saskatchewan dans l'espoir d'y trouver de l'or. Au cours de l'équipée, deux d'entre eux, un certain Black Jack et un dénommé Lemon, ont décidé de quitter la horde pour faire cavalier seul. On sait très peu de choses à propos de Frank Lemon et Black Jack. Bien sûr, il y a une foule d'anecdotes et d'histoires à leur sujet, et les journaux ont même imprimé des détails les concernant, des informations obtenues auprès de gens qui disaient les connaître. Mais historiquement parlant, on ne sait à peu près rien d'eux, et encore moins où et quand ils ont disparu. Près de Purcell Mountains, Frank Lemon et le métis Black Jack entrent dans une vallée luxuriante où des sources descendues des montagnes déversent une eau fraîche et limpide. Ils remarquent d'étranges reflets dans l'eau, des reflets dorés. Ils ont trouvé leur Eldorado. À fleur d'eau et tout autour d'eux, des pierres présentent ces filaments si caractéristiques de l'or, les veines de la richesse. Ce soir-là, Lemon et Black Jack font face à un dilemme. Doivent-ils entreprendre immédiatement leur prospection ou doivent-ils se rendre en ville pour y enregistrer un droit d'exploitation?
Étendu sur sa couche, Frank Lemon ne cesse de repenser aux événements de la journée. Combien peut valoir tout cet or? 100 000 $? 500 000 $? 750 000 $? Les chiffres s'embrouillent dans sa tête. 750 000 divisé par 2, cela représente... Mais pourquoi devrait-il partager? Il n'y a aucune raison pour qu'il partage son bien. Cet or est le sien. Et il compte bien en rester le seul propriétaire. Encore une fois, c'est une histoire de meurtre et d'intrigue. Le scénario typique pour un mystère de ce genre. Dans la légende, la dispute se termine lorsque Lemon assassine Blackjack. Après cela, il retourne au Montana où il gagne une mission de père jésuite. Il restera troublé par son expérience. Ce que le prospecteur ignore, c'est que son crime a été vu. À quelques mètres de là, derrière des buissons, 2 Amérindiens pieds noirs, William et Daniel Bendo, n'ont rien manqué de la scène. À l'aube, les frères Bendo retournent à la réserve de Morley, où ils informent le chef Bearspaw des événements de la nuit. Celui-ci craint que la découverte de l'homme blanc n'entraîne une véritable ruée vers l'or. Il demande aux frères Bendo de retourner près de la rivière pour y faire disparaître toute trace qui pourrait permettre à d'autres prospecteurs d'identifier les lieux. La mort de Blackjack a vite été attribuée à quelques Indiens renégats de la tribu des Blackfoot. C'est du moins la version qu'a servi Lemon en regagnant la civilisation. Peu après, un montagnard du nom de John McDougall a été envoyé pour retrouver et enterrer le pauvre Blackjack, tâche dont il s'est acquitté sans problème. McDougall a ensuite été engagé pour conduire des prospecteurs sur les lieux du drame, mais le groupe s'est arrêté à Fort Kipp, au Montana. Toujours d'après la légende, McDougall se serait saoulé à mort. Il n'a jamais eu la chance de montrer à qui que ce soit le site de l'or. Après l'assassinat de Blackjack, Frank Lemon lui-même n'a jamais réussi à retrouver le gisement. Il a essayé maintes fois de retourner sur les lieux, mais dès qu'il approchait de son but, il était pris d'une grande agitation. Conséquence, il n'a jamais revu la mine et n'a jamais été capable de dire à quiconque l'endroit précis où elle se trouvait. Au fil des ans, le mystère n'a cessé de s'épaissir. Avec les années, la recherche de la mine perdue de Frank Lemon va devenir l'obsession d'une poignée de prospecteurs. L'un d'eux, Lafayette French, va consacrer les dernières 15 années de sa vie à rechercher la mystérieuse rivière d'or. Lafayette French est un personnage fascinant. À l'origine, c'est lui qui aurait financé cette première expédition au cours de laquelle Lemon et Blackjack ont apparemment trouvé l'or. Ensuite, après que Lemon eut prétendu avoir trouvé l'or et après la mort de Blackjack, Lafayette French a consacré le reste de sa vie à chercher l'or. Dans la région de Waterton Lakes, les gens plaisantent encore en disant que l'endroit est l'œuvre de Lafayette French, qui a tellement creusé de trous pour trouver l'or qu'il a finalement créé tous les lacs de la région. À un moment donné, French a écrit une lettre à un ami dans laquelle il affirmait avoir enfin résolu le mystère de la mine perdue de Lemon. Mais avant qu'il n'ait le temps de révéler à qui que ce soit sa location, il a été mortellement brûlé dans l'incendie de sa cabane. L'histoire venait de faire une autre victime. Nous ne saurons peut-être jamais si la mine perdue de Lemon a vraiment existé. On raconte que la rivière Saskatchewan recèle encore aujourd'hui des traces d'or. Mais en dépit de cela, il est vrai que toute cette région du sud de l'Alberta, là où se situerait la fameuse mine, n'est pas particulièrement reconnue pour ses gisements aurifères. L'or est plutôt associé à des roches chaudes, comme les roches volcaniques. Or, ce type de roche est rare dans la région. Si vous parlez avec des géologues et des prospecteurs, ils ne vous cacheront pas leur scepticisme quant à l'existence de la mine.
Néanmoins, cette vaste région reste sauvage et inexplorée. Ceux qui s'aventurent dans ces étendues réalisent vite que leurs connaissances ne dépassent pas généralement les 2 ou 3 mètres qui s'étendent de chaque côté des sentiers. Au-delà, ce sont des terres inconnues. Quelque chose peut y demeurer caché pendant très longtemps. La mine perdue de Frank Lemon est l'une des grandes énigmes de l'Ouest canadien. Espoir déçu, échec et ruine, rien ne décourage les véritables chasseurs de trésors. La perspective d'une découverte, aussi mince soit-elle, suffit amplement à nourrir leurs rêves et leur cupidité. Bien avant la grande ruée vers l'or qui a donné lieu à tant de légendes, on racontait que toute la côte est de l'Amérique du Nord était sillonnée par des pirates et des flibustiers venus écumer les riches navires faisant voile vers l'Europe. Même l'infâme capitaine Kidd aurait fait mouiller ses navires au large de la Nouvelle-Écosse. Et s'il avait profité de cette occasion pour y dissimuler le butin de ses rapines? Une fable? Peut-être pas. À l'été de 1795, Daniel McGuinness décide d'explorer en solitaire l'île aux Chênes, une terre minuscule et inhabitée dans la baie de Mahone, au sud-ouest de Halifax, en Nouvelle-Écosse. La rumeur locale veut que l'île soit hantée par des fantômes et autres créatures maléfiques. Marchant avec précaution dans l'épaisse forêt de chênes, le jeune explorateur ne tarde pas à découvrir une zone déboisée où seul un vieux chêne se dresse fièrement. Intrigué par la grandeur de la clairière, le jeune McGuinness remarque une dépression circulaire au sol. De plus, une poulie pend inutile à une branche du chêne, comme si quelqu'un avait descendu un coffre dans un puits. Un trésor, peut-être? Pour Daniel McGuinness, il ne fait aucun doute que ce secret est attribuable à des pirates ou des flibustiers. Il est d'ailleurs notoire que jadis, des pirates ont utilisé les nombreuses îles de la baie de Mahone pour se mettre à l'abri de leurs poursuivants. McGuinness est convaincu que les pirates se sont amenés sur l'île pour y camoufler un précieux butin. Il se serait servi du grand chêne comme point de repère et aurait décidé de creuser un trou à sa base pour y enfouir un trésor. Le lendemain matin, McGuinness retourne sur les lieux accompagné de 2 amis, John Smith et Anthony Vaughan. N'ayant pour tout équipement que des pelles et des seaux, les 3 jeunes vont entreprendre la plus incroyable chasse au trésor de l'histoire, celle du mystérieux et impénétrable Money Pit, le puits de l'argent. Évidemment, les jeunes ont pensé que quelqu'un avait enseveli un trésor. La dépression au sol marquait apparemment le haut d'un puits profond. Personne n'a jamais fait de recherche ou d'exploration archéologique sur l'île aux Chênes. Les jeunes ont simplement commencé à creuser, espérant y trouver ce trésor qu'ils croyaient enfoui à cet endroit. À 3 mètres, le trio se bute à une plateforme faite de madriers de chêne. Cette fois, plus de doute. Quelqu'un a bel et bien enseveli quelque chose dans ce trou. Espérant y découvrir un coffre débordant d'or et de joyaux, les garçons dégagent fébrilement la plateforme. Et à leur grande déception, ils ne trouvent que la terre argileuse du puits. Au cours de l'été, ils ont creusé jusqu'à une profondeur de 30 pieds, puis ils ont abandonné. Personne ne voulait leur venir en aide. Certains jugeaient cette affaire comme une fumisterie et d'autres croyaient que l'île était hantée et qu'il valait mieux s'en tenir loin. Les travaux n'ont repris qu'en 1803. En 1803, la quête du mystérieux trésor recommence. Cette fois, une dizaine d'ouvriers accompagnent le trio. Rapidement, les terrassiers découvrent une autre plateforme 3 mètres plus bas. Puis, successivement, tous les 3 mètres, ils dégagent d'autres plateformes ainsi que plusieurs morceaux de bois. À 90 pieds de profondeur, ils se sont butés à une autre plateforme en bois. Il y en avait à tous les 10 pieds. Mais il y avait aussi une pierre étrange couverte de symboles comme des hiéroglyphes.
Excité par cette découverte, il tente de déchiffrer le message qui y est inscrit. Incapable d'en interpréter le sens, il remonte la plateforme tout en haut du puits et poursuit l'excavation. Il touche rapidement à ce qui semble être une autre plateforme, mais à la différence cette fois-ci, le bois paraît plus mou. Pourrait-il enfin s'agir du trésor? Comme c'est vendredi et que la nuit tombe, les hommes préfèrent remettre au lundi suivant l'étape finale de leur travail. Malheureusement pour eux, une surprise décevante les y attendra. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont constaté que tout le puits était inondé jusqu'à 30 pieds de la surface, c'est-à-dire 60 pieds d'eau. Ils ont essayé d'écoper, mais sans résultat. Ils ont enfin remarqué que le niveau d'eau variait selon les marées. Or, comme il s'agissait d'eau salée, ils ont compris que le puits devait être relié à la mer par quelques mécanismes inconnus. Le printemps suivant, les chasseurs de trésors creusent un autre tunnel d'accès. L'aventure prend fin abruptement quand de l'eau inonde toute la galerie. Les terrassiers s'avouent vaincus. La suite n'est qu'une longue succession d'échecs et de déceptions. En 1849, la Truro Company est revenue. Une nouvelle organisation avec plus d'ouvriers et plus d'argent. Ils ont réussi à maintenir le niveau d'eau à son minimum. Ils ont ensuite fait monter une plateforme de forage et ont percé en dessous du niveau des 90 pieds. C'est à ce moment-là qu'ils ont remonté des éclats de bois. Pour eux, il est clair que la foreuse venait de traverser des coffres. Qui plus est, la foreuse se comportait comme si elle avait pénétré dans du métal en vrac. Il ne pouvait s'agir que de pièces d'or, mais aucune pièce d'or n'a jamais été remontée. Même en creusant un troisième tunnel d'accès, l'Alliance Truro fait face aux mêmes ennuis. Tout s'inonde. C'est alors qu'on découvre l'ingénieux mécanisme de protection du puits de l'argent. En vidant un colorant dans le puits principal, les ouvriers remarquent que la teinture se rejette dans la mer à deux endroits. Deux petites anses situées de part et d'autre de l'île. Les concepteurs de la cache ont apparemment aménagé deux canaux souterrains permettant d'amener l'eau de mer vers le puits principal. Ils ont dû se rendre à l'évidence. S'ils n'arrivaient pas à stopper l'arrivée d'eau, ils n'iraient nulle part. Ils ont construit une digue de rétention autour de Smith's Cove. Ce faisant, ils ont découvert un système de canaux qui s'avançait dans la mer, au-delà de leur digue, et qui apparemment était de fabrication humaine. Ces canaux se rejoignaient en un point et servaient à amener l'eau jusqu'au Money Pit, le puits de l'argent, situé à quelques 500 pieds de là. Toutes ces tentatives infructueuses auraient bien sûr pu être évitées si, lors des travaux de 1804, les ouvriers avaient bloqué les canaux avant d'essayer de retirer la 9e plateforme à 27 mètres de profondeur. Mais qui aurait pu s'en douter? À moins que ce secret n'ait été celui de la mystérieuse pierre aux hiéroglyphes, découverte justement sur cette plateforme. Depuis, des dizaines de chercheurs de trésors se sont succédés dans l'île aux chênes. Tous ont juré qu'ils en rapporteraient le magot tant convoité. Les gens de la Truro Company ont creusé plusieurs puits parallèles au Money Pit. Aussi étrange que cela puisse paraître, ils étaient convaincus que s'ils pouvaient descendre en dessous du niveau des 90 pieds et creuser un puits latéral, ils pourraient rejoindre le trésor. Évidemment, à chaque tentative, ils n'ont fait qu'ouvrir de nouvelles voies d'eau. Si bien que vers 1860, on comptait pas moins de 6 ou 7 puits autour du Money Pit, tous inondés par l'eau de mer. Puisque les nouveaux tunnels que les ouvriers construisaient s'inondaient d'eux-mêmes, il fallait entreprendre d'autres démarches pour empêcher l'eau de se rendre jusqu'au trésor. À partir de Smith's Cove, plusieurs tentatives ont été menées pour stopper l'arrivée d'eau dans le Money Pit. On a dynamité tout le long du soi-disant canal d'inondation. Et on a construit des digues de rétention. Des digues qui ont vite été emportées par les tempêtes. En août 1965, 4 chasseurs de trésors ont trouvé la mort, tous noyés dans les eaux boueuses du puits de l'argent. Mais le drame n'a pas découragé leurs successeurs. En 1971,
Un groupe d'investisseurs montréalais, la Triton Alliance, a fait descendre une caméra submersible à quelques 60 mètres de profondeur. Les images ont révélé la présence de coffres et d'une main de squelette, une signature macabre souvent associée aux pirates. Mais quel est donc ce mystérieux trésor enfoui au fond du puits de l'argent? Je crois être en mesure d'affirmer que le Money Pit qui se trouve sur les côtes de la Nouvelle-Écosse a probablement été visité par Henri Sinclair et les Chevaliers du Temple. Or, plusieurs chroniques décrivent les Chevaliers du Temple comme étant les gardiens du Saint Graal. D'autres hypothèses soutiennent qu'il s'agirait d'une base pour ovnis. On a aussi prétendu qu'il s'agirait de la cache des manuscrits originaux de Shakespeare, tels que mentionnés par Francis Bacon. Il y a même un type qui correspond toujours avec moi et qui, lui, est persuadé qu'il s'agit de l'antre d'une communauté de Farfadets. On a également parlé de la cité perdue de l'Atlantide. Les hypothèses sont innombrables, mais la seule, à mon avis, qui a du sens et qui repose sur des objets retrouvés dans l'île, comme des vieux ciseaux espagnols, de la fibre de noix de coco et d'autres artefacts du genre, est l'hypothèse voulant qu'il s'agisse d'un trésor espagnol. On sait qu'à leur retour des Caraïbes et du Mexique, les navires espagnols suivaient les courants du Gulf Stream pour retourner chez eux. Or, cet itinéraire les amenait à moins de 200 ou 300 milles de l'île aux Chênes, avant de tourner vers l'est. Jusqu'à présent, la quête de l'île aux Chênes a coûté plus de 2 millions de dollars, des rivières de sueur et au moins 5 vies humaines. Une facture élevée, quand on pense qu'à ce jour, aucun objet de valeur n'a jamais été remonté de ce fameux puits. Malgré les années écoulées, aucun trésor n'a jamais été trouvé. Il y a bien eu des rumeurs au XIXe siècle on aurait trouvé une chaîne en or, mais il n'y a aucune preuve de cela. Par contre, nous avons trouvé de nombreux indices intéressants. Les ciseaux espagnols, par exemple, trouvés par la Triton Alliance, ont été authentifiés par le Smithsonian Institute, et le bois extrait du puits a été daté au carbone 14. On a aussi trouvé de la fibre de noix de coco. Ce sont ces indices qui motivent les gens à retourner dans l'île, à croire qu'il doit sûrement y avoir quelque chose d'enterré là-bas. Après tout, comme le prouvent les datations au carbone 14, il y a 400 ou 450 ans, des hommes se sont apparemment donné beaucoup de mal pour construire ce puits. Malgré tout l'argent dépensé et toutes les tentatives infructueuses, le mystère du puits de l'argent reste pour le moment aussi inaccessible que son hypothétique trésor d'origine inconnue. Depuis plus de 200 ans maintenant, des hommes, poussés par une insatiable fièvre de l'or, continuent de creuser le sous-sol de cette île dans la baie de Mahone. On a dit de cette chasse au trésor qu'elle a une particularité unique. À l'île aux Chênes, les aventuriers savent exactement où chercher, mais ignorent toujours ce qu'ils cherchent. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les troupes du Troisième Reich ont pillé les plus grands musées d'Europe. Si certains de ces trésors ont depuis été retournés à leurs propriétaires, d'autres restent encore introuvables, alimentant ainsi les plus folles rumeurs. On raconte que de l'or et des toiles de grands maîtres seraient encore dissimulés quelque part dans les montagnes d'Autriche. On raconte même qu'on aurait perdu la trace d'une partie de l'or dérobé par les nazis dans les Rocheuses canadiennes. Totalement dénué de sens. Croyez-vous? En janvier 1953, un bombardier Mitchell B-25 de l'armée canadienne survole la région de Pitt Lake, dans les Rocheuses. Le capitaine Jack McIntosh, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, et son copilote se dirigent vers l'aéroport de Sea Island, en banlieue de Vancouver. Mais voilà que le B-25, en traversant une zone orageuse, devient difficile à maîtriser. McIntosh sent que le verglas réduit le mouvement des volets sur les ailes, entraînant une perte d'altitude. L'orage, en réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres, rend le vol à vue impossible. Toutes les manœuvres de l'équipage pour reprendre de l'altitude restent vaines. Si bien que le B-25 se retrouve face au mont Spindle et en heurte la cime à 300 km/h, tuant sur le coup tous les membres d'équipage.
toutes les années que durera la Deuxième Guerre mondiale, les nazis se livreront à d'inqualifiables pillages. C'est ainsi que disparaîtront bon nombre des grands trésors d'Europe, richesses inestimables qui seront acheminées vers des chambres fortes réparties dans toute l'Allemagne. Rien ne sera épargné. Des toiles des grands maîtres aux artefacts les plus précieux, dont la célèbre lance du légionnaire romain Longinus, laquelle aurait servi à percer le flanc du Christ. Quant aux objets faits d'or, ils sont fondus et transformés en lingots marqués de l'aigle impérial. À la fin de la guerre, des spécialistes en œuvres d'art sont chargés de retracer les trésors dérobés par les nazis pour les retourner à leurs propriétaires. À en croire la légende, des soldats canadiens récompensés ainsi de leurs efforts retrouvent des caisses contenant des lingots d'or. Plusieurs lingots d'or. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des militaires canadiens auraient trouvé de l'or dans le sous-sol d'une église en Allemagne. On sait que durant le conflit, les nazis avaient éparpillé leur butin pour le soustraire à l'ennemi. C'est l'or trouvé dans cette église, une église catholique romaine, qui a été embarqué à bord du bombardier B-25. Des dizaines et des dizaines de lingots d'or frappés de l'aigle nazi. Mais la cupidité n'est pas l'apanage du Troisième Reich. Et plutôt que d'en informer leurs supérieurs, les hommes entreprennent de faire sortir l'or du pays. En fait, ils manœuvrent si adroitement que leur butin va littéralement retomber dans l'oubli. Il faudra attendre plusieurs années après la fin de la guerre, soit en janvier 1953, pour que réapparaissent les mystérieuses caisses sur une base militaire de l'armée canadienne en Saskatchewan. Celles-ci seront chargées à bord d'un appareil B-25 à destination de Sea Island, en Colombie-Britannique. Selon la version officieuse, c'est à Saskatoon que le bombardier B-25 aurait été chargé avec ses lingots d'or, récupérés en Allemagne par l'armée canadienne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ma source, lui-même un ancien militaire, m'a raconté que son oncle avait assisté personnellement au chargement. Il s'agissait de grosses caisses étiquetées et destinées à être convoyées à l'aéroport de Sea Island, en Colombie-Britannique. L'équipage est dirigé par le capitaine Jack McIntosh, un vétéran qui a lui-même pris part au combat au-dessus de l'Allemagne. Outre l'or, l'appareil transporte aussi quelques 800 000 $ en argent. Officiellement, il ne s'agissait que d'une simple mission d'entraînement. C'est du moins ce que mentionnent les documents que j'ai retrouvés. Quant à la cargaison, les rapports officiels disent que l'avion était vide. Les articles de journaux publiés au lendemain du drame vont également dans le sens du vol d'entraînement. En fin de matinée, l'appareil s'élance sur la piste. La météo annonce des bourrasques et des orages au-dessus des montagnes de la chaîne côtière, mais ceux-ci ne sont prévus qu'en début de soirée. À ce moment-là, du moins d'après le plan de vol, le B-25 devrait être arrivé à destination. L'avion suivait un cap nord-est quand il a essuyé une tempête. Le temps était très maussade et il tombait du verglas. Un verglas qui a au fait de paralyser les volets de direction. L'avion a été incapable de maintenir son altitude. Le capitaine McIntosh tente de manœuvrer entre les cimes enneigées, mais le verglas paralyse les câbles des volets d'altitude. La catastrophe est inévitable. Avant même que l'équipage n'ait eu le temps d'envoyer un message de détresse, le B-25 s'écrase près de Spindle Canyon. Il faudra plusieurs mois avant que les équipes de chercheurs passent le secteur au peigne fin et localisent enfin l'appareil. Le 14 septembre 1953, une équipe de secours s'est rendue sur les lieux de l'écrasement. Les militaires ont vite retiré les cadavres de l'épave et récupéré la cargaison, qu'elle ait eu ou non de la valeur. Les rumeurs au sujet de l'or ont commencé à circuler presque aussitôt. Le responsable en est un article de journal publié au lendemain de l'écrasement et qui disait que l'avion transportait de l'or et la paix des militaires.
Plus de 50 ans après l'écrasement du B-25, le site du drame est resté à peu près inchangé. Seuls quelques prospecteurs de la région ont réussi à s'approcher de l'épave du B-25, mais rien ne laisse supposer qu'ils aient réussi à trouver l'or ou l'argent. À ma connaissance, seuls les militaires ont trouvé de l'or parmi les décombres. Ma source m'a confirmé que lors d'une mission de l'armée, son oncle avait en effet récupéré de l'or provenant de la cargaison. Au moment du crash, l'or se serait éparpillé dans les montagnes à proximité du point d'impact. Dans le but de protéger ce trésor, les militaires l'auraient vite dissimulé dans la galerie d'une mine abandonnée au nord-est de Spindle Canyon, en attendant le moment opportun pour sa récupération. À ce jour, je ne connais personne qui ait tenté l'aventure d'une chasse au trésor. Mais il est fort possible qu'on puisse encore trouver de l'or même aujourd'hui. Quand l'avion s'est écrasé, le fuselage s'est ouvert et l'or s'est dispersé. D'après ma source, il n'aurait pas entièrement été récupéré. L'or nazi du B-25 risque fort de n'être jamais retrouvé. Mais son mystère continuera de faire fantasmer encore longtemps les amateurs d'aventure. Pour les amateurs de mystère, la Colombie-Britannique est une véritable pépinière d'incidents étranges. Il est vrai que son paysage unique a de quoi enflammer l'imagination, avec ses montagnes aux neiges éternelles et ses lacs d'un bleu azur. Tantôt on y parle de mines oubliées, vestiges d'un Klondike pas si lointain. Tantôt on y rapporte des récits de monstres simiesques qui entraient ces forêts encore vierges. Et puis voilà maintenant qu'on y parle de cet or du Troisième Reich. De quoi rendre jalouses les autres provinces canadiennes. Pour les chasseurs de trésors, aucune information n'est à négliger. Qu'il s'agisse d'une coupure de presse a priori tout à fait banale ou d'un vieux manuscrit oublié dans quelques réserves de musée. Pour Marcel Robillard, c'est un rêve qui l'a guidé vers l'Anglo-Saxon, un navire commercial qui sombra en 1863 au large de Terre-Neuve. Un rêve si limpide et si précis qu'il s'y serait cru. Mai 1983. Lentement, Marcel Robillard s'apprête à plonger dans les eaux froides de la baie de Clam Cove à Terre-Neuve. Le temps de s'orienter, il nage rapidement vers une épave qui gît à quelques 30 mètres de profondeur. Arrivé à proximité, le plongeur entreprend de suivre la rambarde. Bientôt, il distingue divers objets de métal noirci. Il en dégage un avec précaution. Il s'agit d'un plateau de service en argent. À la vue de cet objet, le plongeur est pris d'un étrange malaise, une sensation de vertige. Des images défilent dans sa tête. Des passagers en panique fuyant vers le pont, alors que la fumée s'engouffre dans les corridors intérieurs du navire. À 30 mètres de profondeur, dans les eaux glacées de Clam Cove, Marcel Robillard ne peut s'empêcher de penser aux derniers instants de l'Anglo-Saxon et de ses passagers. Un drame qui, pour lui, va bien au-delà de son intérêt pour l'histoire. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, le petit Marcel Robillard est fasciné par la mer et les bateaux. Souvent perturbé par des rêves terrifiants de naufrage, il en vient même à poser des questions pour le moins surprenantes à ses parents. Je me rappelle quelque chose, poser une question à ma mère, où est-ce qu'il y a ma femme, mes enfants? Puis ma mère, elle me mettait tellement nerveuse, puis ma voix changeait. J'avais la voix comme un plus vieille, comme un homme. Puis là, elle disait, bon, ça se peut pas. Puis là, elle me posait des questions à tout le monde. Comment ça fait qu'il est comme ça? Puis il y en a bien du monde qui pensait que j'étais possédé du démon. Si ses parents attribuent ces questions à l'imagination fertile de leur fils, Marcel, lui, sait qu'il n'en est rien. Plus les années passent, plus la mer et ses histoires de pirates exercent sur lui une fascination qui tourne à l'obsession. Je me réveillais dans la nuit, puis on aurait dit que j'ai tout fait.
Puis je paniquais. Puis je voyais des aides dans les rochers. Je voyais toutes ces aides-là. Là. Il paraît qu'ils m'appelaient au secours. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil en dedans de moi. Il faudrait que j'aille chercher mon bateau. Je ne sais pas quel sorte de bateau que c'était. J'en avais aucune idée. Où ça pouvait être. À l'adolescence, à l'âge de 18 ans, Marcel Robillard s'inscrit à un cours de plongée sous-marine. Fort de cette formation, il est embauché comme plongeur pour souder les caissons du futur tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal. Mais Marcel Robillard sent l'appel des maritimes. Pour lui, son destin est, croit-il, à Terre-Neuve. Il apprend de la bouche des pêcheurs que les côtes pullulent d'épaves, dont certaines n'ont jamais été explorées. Il y a tellement d'épaves entre Saint-Jean-Terre-Neuve et Saint-Chotz. Ça, il y a une distance de 100 000. Il y a 400 épaves connues. Ça veut dire qu'il y a des épaves pour tout le monde. Je ne vais pas plonger sur toutes les épaves là-dedans. Là. Pas si tu peux pas plonger. Mais les trésors. Terre-Neuve, c'est la place, je pense, qui reste le plus de trésors. Avec des amis, il entreprend d'explorer plusieurs de ces épaves. Il en récupère les objets en cuivre et en bronze, comme les hélices et les canalisations, qu'il revend à des ferrailleurs locaux. Ce commerce lui permet de se consacrer exclusivement à l'exploration des épaves. J'ai plongé sur beaucoup d'épaves. Mais qu'est-ce que je faisais de l'argent? C'est la récupération des métaux. Le bronze, le cuivre. Puis pour ôter ça, on faisait au dynamitaire. Là, on montait ça en haut avec des paliers, puis en haut de la côte. Puis on mettait ça dans ma voiture, puis on allait vendre ça à Saint-Jean-Terre-Neuve pour la ferraille. Alors, c'était une aventure, ça dépasse l'imagination. En 1967, survient un événement qui va bouleverser la vie de Marcel Robillard. Alors qu'il se dirige vers Cape Race avec des amis pour faire de la plongée, il aperçoit une immense falaise qui s'avance dans la mer. Pris d'un sentiment étrange, il ordonne au capitaine de s'y arrêter. J'ai dit, arrêtez ça, on plonge ça. Il dit, c'est pas un coup sur l'eau des côtes. J'ai dit, c'est là que je plonge, point final. Puis c'est là que j'ai plongé. Puis en descendant, on s'entend drôle. Mais quand j'arrive dans le fond, je prends pas les caves et tout écrasé. Puis là, j'ai trouvé une fourchette. Puis quand j'ai monté à la surface, ça m'a marqué l'anglo-saxon aussi. Là, il y a tout ça d'images qui me posent, qui me venaient. C'est pareil qu'il y a quelque chose qui défilait dans moi-même. On dirait que j'ai venais de découvrir quelque chose que je cherchais depuis toute ma vie. L'Anglo-Saxon, un paquebot à voile, a sombré en 1863. Marcel Robillard a la conviction d'avoir découvert quelque chose d'important, quelque chose qui l'appelle depuis sa tendre enfance. Dans les années 70, il s'était intéressé aux philosophies orientales et avait découvert la réincarnation. Il réalise maintenant que cette notion de vies antérieures est la seule explication possible à ce trouble qu'il ressent face à l'anglo-saxon. La réincarnation est une croyance qui remonte à une période située entre 3000 et 5000 ans. Elle part du principe que nous avons vécu des vies antérieures et que nous nous acheminons vers des vies futures après notre mort. Notre vie actuelle ne serait qu'un maillon dans une longue chaîne de vie continue. Marcel Robillard débute ensuite des recherches pour en savoir un peu plus sur l'anglo-saxon. L'anglo-saxon était un bateau passager qui faisait la navette entre l'Angleterre, Québec, Montréal. C'est un très beau bateau, 283 pieds, je vois. Puis un bateau à 3 mois. Il y avait un petit engin dedans, à vapeur, mais la plupart du temps, il était à voile. Le 16 avril 1863, le paquebot quitte l'Angleterre à destination de Montréal. Il compte à son bord 446 passagers. Le navire est dirigé par le capitaine William Burgess, un jeune officier de 31 ans. 9 jours plus tard, alors qu'il approche de Cape Race à Terre-Neuve, l'anglo-saxon rencontre un épais brouillard. Les voiles sont descendues. Mais le capitaine Burgess néglige d'ordonner un sondage de profondeur. Une erreur de jugement catastrophique.
Le paquebot heurte des rochers à fleur d'eau. La coque se déchire. À bord, les membres d'équipage et les passagers tentent de fuir le navire dans une totale confusion. Il est rentré dans les côtes, là, avec 237 passagers. Puis le trou qui est là, c'est que 200 personnes ils ont rentré dans le trou, les cadavres. Ils ont rentré dans ce trou-là. Puis à la fin du trou, ça rentre peut-être dans le rocher, peut-être 300 pieds, 400 pieds. Puis à la fin, il y a quand même une petite plage. Mais tous les êtres sont ramassés là. Puis l'affaire qui m'a fait le plus drôle là-dedans, je pense, c'est que, OK, le capitaine a fait une erreur. Il aurait dû sonder l'eau. Le deuxième voyage qu'il a fait, on était très fiers de lui. Il avait 41 ans, William. Puis, quand il est arrivé sur le long des côtes, bien, en sondant pas l'eau, il était plus proche des côtes qu'il pensait. Il est rentré dans les rochers. Puis il était responsable de la mort, en réalité, de 237 personnes. Au fur et à mesure qu'il se documente sur la tragédie de l'Anglo-Saxon, Marcel Robillard acquiert la conviction intime qu'il est la réincarnation du capitaine Burgess. Il sait maintenant que le seul moyen pour lui d'exorciser toutes ces images de femmes et d'enfants criant leur désespoir est de retourner à l'épave. Il doit libérer les âmes prisonnières de l'Anglo-Saxon. J'ai accompli ma mission, je retourne là. On dirait qu'il faut que je ramène à Montréal. Le capitaine est toujours le dernier à quitter son bateau. Il aurait fallu que je ramène mes passagers. Pas les corps, mais les êtres qui étaient là. Au printemps de 1983, Marcel Robillard organise une expédition pour explorer l'épave de l'Anglo-Saxon. Pour lui, c'est l'occasion de faire la paix avec son passé. Marcel Robillard est le premier plongeur à descendre sur le paquebot qui repose dans les profondeurs. Alors qu'il s'en approche, son cœur bat la chamade. Des frissons lui parcourent tout le corps. Comme des bulles remontant à la surface, des images défilent dans sa tête. Il imagine les âmes des disparus prisonnières des vestiges du bateau. Malgré l'émotion qui lui noue la gorge, le plongeur sait que cette visite est pour lui l'unique moyen de retrouver sa quiétude. On a souvent des images mentales, quelque chose qui s'est passé dans le passé, puis qu'on reste accroché là-dessus. Puis tant qu'on n'a pas réparé, qu'est-ce qu'on avait à réparer, ça va rester là. Mais à la fin, ça a fait quelque chose qui s'est calmé. Le calme total. Ça a tout changé ma vie complètement. Ça a fait... Bien que l'histoire de réincarnation de Marcel Robillard semble étonnante, il existe d'autres cas vérifiés d'individus qui auraient le souvenir de leur vie antérieure. J'ai publié l'histoire d'un homme qui parlait le norrois, la langue des Vikings. Une langue liée phonétiquement à l'islandais et au norvégien moderne. Nous avons demandé à un expert d'écouter nos enregistrements réalisés avec notre sujet. Il s'agissait de toute une série de questions que nous avions posées à l'individu à propos de son expérience en tant que marin. Or, d'après la traduction de l'expert, les réponses enregistrées étaient bel et bien en relation avec des événements s'étant déroulés sur un navire en haute mer. Lorsqu'il a plongé vers l'Anglo-Saxon pour la dernière fois en 1983, Marcel Robillard a fait la paix avec les âmes des passagers du paquebot anglais. Et du même coup, il s'est affranchi de 120 ans de remords. L'Anglo-Saxon, pour moi, c'est pas un mystère. Je suis sûr à 100% que je suis le capitaine dessus. Puis j'ai fait une erreur, mais j'ai réparé mon erreur. Au moins, quand tu répares quelque chose, c'est plus là. Puis je suis bien content si ces êtres-là sont venus à Montréal ou au Québec, puis qu'ils se prennent des corps, puis ils vivent heureux. Pour Marcel Robillard, la quête du navire l'Anglo-Saxon s'est transformée en une sorte d'odyssée spirituelle. Ultimement, sa plus grande découverte n'a pas été celle de l'or et de l'argent engloutis dans l'épave, mais cet éveil sur lui-même. Cette réalisation de soi est un trésor qu'aucune administration, qu'aucun gouvernement ne pourra jamais lui ravir. Rencontres insolites, disparitions mystérieuses, faits étranges, légendes fabuleuses. Quelqu'un pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous.
les veines de la richesse. Ce soir-là, Lemon et Blackjack font face à un dilemme. Doivent-ils entreprendre immédiatement leur prospection ou doivent-ils se rendre en ville pour y enregistrer un droit d'exploitation? Étendu sur sa couche, Frank Lemon ne cesse de repenser aux événements de la journée. Combien peut valoir tout cet or? 100 000 $? 500 000 $? 750 000 $? Les chiffres s'embrouillent dans sa tête. 750 000 divisé par 2, cela représente... Mais pourquoi devrait-il partager? Il n'y a aucune raison pour qu'il partage son bien. Cet or est le sien, et il compte bien en rester le seul propriétaire. Encore une fois, c'est une histoire de meurtre et d'intrigue. Le scénario typique pour un mystère de ce genre. Dans la légende, la dispute se termine lorsque Lemon assassine Blackjack. Après cela, il retourne au Montana où il gagne une mission de père jésuite. Il restera troublé par son expérience. Ce que le prospecteur ignore, c'est que son crime a été vu. À quelques mètres de là, derrière des buissons, 2 Amérindiens pieds noirs, William et Daniel Bendow, n'ont rien manqué de la scène. À l'aube, les frères Bendow retournent à la réserve de Morley, où ils informent le chef Bearspaw des événements de la nuit. Ils ont creusé de trous pour trouver l'or qu'il a finalement créé tous les lacs de la région. À un moment donné, French a écrit une lettre à un ami dans laquelle il affirmait avoir enfin résolu le mystère de la mine perdue de Lemon. Mais avant qu'il n'ait le temps de révéler à qui que ce soit sa location, il a été mortellement brûlé dans l'incendie de sa cabane. L'histoire venait de faire une autre victime. Nous ne saurons peut-être jamais si la mine perdue de Lemon a vraiment existé. On raconte que la rivière Saskatchewan recèle encore aujourd'hui des traces d'or. Mais en dépit de cela, il est vrai que toute cette région du sud de l'Alberta, là où se situerait la fameuse mine, n'est pas particulièrement reconnue pour ses gisements aurifères. L'or est plutôt associé à des roches chaudes, comme les roches volcaniques. Or, ce type de roche est rare dans la région. Si vous parlez avec des géologues et des prospecteurs, ils ne vous cacheront pas leur scepticisme quant à l'existence de la mine. Néanmoins, cette vaste région reste sauvage et inexplorée. Ceux qui s'aventurent dans ces étendues réalisent vite que leurs connaissances ne dépassent pas généralement les 2 ou 3 mètres qui s'étendent de chaque côté des sentiers. Au-delà, ce sont des terres inconnues. Quelque chose peut y demeurer caché pendant très longtemps. La mine perdue de Frank Lemon est l'une des grandes énigmes de l'Ouest canadien. Espoir déçu, échec et ruine, rien ne décourage les véritables chasseurs de trésors. La perspective d'une découverte, aussi mince soit-elle, suffit amplement à nourrir leurs rêves et leur cupidité. Bien avant la grande ruée vers l'or qui a donné lieu à tant de légendes, on racontait que toute la côte est de l'Amérique du Nord était sillonnée par des pirates et des flibustiers venus écumer les riches navires faisant voile vers l'Europe. Même l'infâme capitaine Kidd aurait fait mouiller ses navires au large de la Nouvelle-Écosse. Et s'il avait profité de cette occasion pour y dissimuler le butin, par milliers, des aventuriers vont partir aux 4 coins de la planète, des déserts de l'Afrique du Sud au sommet des Rocheuses canadiennes. Sur la base de simples rumeurs, des dizaines de prospecteurs vont errer dans les montagnes de Highwood, en Alberta, à la recherche de la mine perdue de Frank Lemon. Au sud-ouest de Calgary, baigné par les eaux de la Highwood River, se dresse la chaîne de montagnes des Highwood, premier contrefort des Rocheuses canadiennes.
C'est un paysage grandiose qui attire les amoureux de la nature et les chasseurs de trésors. On raconte que c'est au cœur de la Highwood Mountain Range que se cacherait l'un des gisements aurifères les plus riches du Canada, la mine perdue de Frank Lemon. La mine de Frank Lemon est l'une des grandes histoires de trésors perdus de l'Alberta. L'histoire commence en 1870, lorsqu'un groupe de prospecteurs venus du Montana a entrepris d'explorer la région au nord de la rivière Saskatchewan dans l'espoir d'y trouver de l'or. Au cours de l'équipée, deux d'entre eux, un certain Black Jack et un dénommé Lemon, ont décidé de quitter la horde pour faire cavalier seul. On sait très peu de choses à propos de Frank Lemon et Black Jack. Bien sûr, il y a une foule d'anecdotes et d'histoires à leur sujet, et les journaux ont même imprimé des détails les concernant, des informations obtenues auprès de gens qui disaient les connaître. Mais historiquement parlant, on ne sait à peu près rien d'eux, et encore moins où et quand ils ont disparu. Près de Purcell Mountains, Frank Lemon et le métis Black Jack entrent dans une vallée luxuriante où des sources descendues des montagnes déversent une eau fraîche et limpide. Ils remarquent d'étranges reflets dans l'eau, des reflets dorés. Ils ont trouvé leur Eldorado. À fleur d'eau et tout autour d'eux, des pierres présentent ces filaments si caractéristiques de l'or. Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Deux prospecteurs découvrent une mine d'or. Leur fortune est faite. Et lequel d'entre eux héritera du précieux métal? Un western classique. Mystère en prime. Savoir où se trouve un trésor et n'avoir qu'à creuser, c'est un scénario idéal dans un monde idéal. Pas exactement. Surtout si l'on ne sait pas en quoi consiste le trésor. En janvier 1953, un B-25 de l'armée canadienne survole les Rocheuses en direction de Sea Island. À son bord, une étrange cargaison marquée de l'aigle impérial nazi. Quel secret renferment ces caisses? Marcel Robillard a toujours rêvé de mer. Les naufrages hantent ses cauchemars. Une plongée au large de Terre-Neuve va changer sa vie. Ici Michel Dumont. Vous regardez Dossier Mystère. Depuis toujours, ce métal précieux a fasciné les hommes, des pharaons d'Égypte aux empereurs aztèques. Mais à la fin du 19e siècle, c'est la folie de la ruée vers l'or. Celui-ci craint que la découverte de l'homme blanc n'entraîne une véritable ruée vers l'or. Il demande au frère Bendao de retourner près de la rivière pour y faire disparaître toute trace qui pourrait permettre à d'autres prospecteurs d'identifier les lieux. La mort de Black Jack a vite été attribuée à quelques Indiens renégats de la tribu des Blackfoot. C'est du moins la version qu'a servi Lemon en regagnant la civilisation. Peu après, un montagnard du nom de John McDougall a été envoyé pour retrouver et enterrer le pauvre Black Jack, tâche dont il s'est acquitté sans problème. McDougall a ensuite été engagé pour conduire des prospecteurs sur les lieux du drame, mais le groupe s'est arrêté à Fort Kipp, au Montana. Toujours d'après la légende, McDougall se serait saoulé à mort. Il n'a jamais eu la chance de montrer à qui que ce soit le site de l'or.
Après l'assassinat de Black Jack, Frank Lemon lui-même n'a jamais réussi à retrouver le gisement. Il a essayé maintes fois de retourner sur les lieux, mais dès qu'il approchait de son but, il était pris d'une grande agitation. Conséquence, il n'a jamais revu la mine et n'a jamais été capable de dire à quiconque l'endroit précis où elle se trouvait. Au fil des ans, le mystère n'a cessé de s'épaissir. Avec les années, la recherche de la mine perdue de Frank Lemon va devenir l'obsession d'une poignée de prospecteurs. L'un d'eux, Lafayette French, a consacré les dernières 15 années de sa vie à rechercher la mystérieuse rivière d'or. Lafayette French est un personnage fascinant. À l'origine, c'est lui qui aurait financé cette première expédition au cours de laquelle Lemon et Black Jack ont apparemment trouvé l'or. Ensuite, après que Lemon eut prétendu avoir trouvé l'or et après la mort de Black Jack, Lafayette French a consacré le reste de sa vie à chercher l'or. Dans la région de Waterton Lakes, les gens plaisantent encore en disant que l'endroit est l'œuvre de Lafayette French, qui a tellement